Alors nous arrivons à la fin de cette très longue conférence en posant la dernière question bête. À quoi sert votre bulletin de vote? Eh bien, votre bulletin de vote ne sert pas exactement à rien. Il sert à vous faire croire que vous êtes encore en démocratie. Il sert à vous enfumer. Parce que si on vous avait retiré le droit de vote, vous ne seriez pas content. Donc on vous a laissé le droit de vote, mais on vous fait voter entre des personnes qui n'ont pratiquement plus aucun pouvoir réel, sauf sur des sujets de nature du style sujet de société, euthanasie, je ne sais pas, mariage gay, ce genre de choses. Mais à part ça, sur tous les sujets stratégiques, ils n'ont plus rien à voir. Que ce soit en matière économique, financière, industrielle, diplomatique, militaire, culturelle, rien. Alors, comment ça s'est passé? Je me permets de vous rappeler rapidement quand même quels sont les pouvoirs qui nous ont été volés. L'Union européenne possède une compétence dite exclusive. Ça veut dire que les États n'ont plus leur mot à dire. Quand on dit les États, ça veut dire les électeurs. Sur quel sujet? Premièrement, sur l'union douanière et la politique commerciale commune, ça veut dire notamment les délocalisations. Je me suis répandu depuis des mois et des mois à expliquer aux Français que l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a interdit toute restriction aux échanges de capitaux. Ça veut dire qu'on ne peut plus lutter contre les délocalisations. Parce qu'avant, dans les années 60, 70, 80, quand une société, si une société avait voulu construire une usine en Chine, il fallait qu'elle demande l'autorisation de la direction du Trésor, du ministère des Finances, qui disait non. Voilà. Et si une autre société américaine voulait, ou indienne, racheter une société française, il fallait qu'elle demande l'autorisation au ministère français des Finances, qui disait non, qui pouvait dire oui, mais qui disait en général non. C'est comme ça que ça se passait. Et la France n'était pas la Corée du Nord, en 1980. C'est pareil pour tous les autres États. Donc les délocalisations, c'est pas tombé du ciel. C'est une décision qui a été prise délibérément par la Commission européenne et le US Trade Representative américain. Quand on fait croire aux Français que l'Europe nous protège, veut nous sauver, c'est l'Europe qui a créé la situation qui est en train de nous détruire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc, là, l'article 32 et l'article 63 du TFE, je vous renvoie à mes conférences, la présentation de mon programme présidentiel, et à la fois sous forme vidéo et sous forme de texte sur notre site, eh bien, cette politique n'échappe à la volonté des électeurs. Deuxièmement, l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur. En particulier, le démantèlement des services publics, la privatisation rampante d'EDF, de GDF, de la Poste, etc. Tout ça est décidé par l'Union européenne, c'est une compétence exclusive. Donc ça veut dire que quoi que vous puissiez voter, sauf si, comme moi je vous le propose, nous décidons de sortir de l'Union européenne, de cette prison des peuples, mais si nous décidons d'y rester, ce qu'ont proposé d'ailleurs les 10 candidats à l'élection présidentielle de 2012, eh bien si nous décidons d'y rester, eh bien il faut s'attendre à la poursuite du démantèlement de nos services publics. Troisièmement, la politique monétaire pour les États dont la monnaie est l'euro. Donc ça veut dire les taux d'intérêt, toutes les grandes orientations de politique économique, le niveau de vie, la croissance, l'emploi, le chômage, toutes ces questions qui sont au cœur évidemment des problèmes des Français, tout ceci ne dépend plus de votre vote. Voilà. Et enfin, le dernier point, qui est un peu accessoire quand on parle dans le Jura, qui ne l'est pas du tout quand on parle, comme je l'ai fait, à Lorient ou à Quimper, c'est la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche, donc notamment le revenu des pêcheurs. J'ai déjà expliqué, j'ai un peu de sang breton dans mes peines, eh bien, je peux vous assurer que dans les années 60, je connais bien la presqu'île de Crozon, il y avait des ports de pêche à Morgat, à Camaret, et puis un peu en dehors de la presqu'île de Crozon, à Douarnenez. Eh bien, à Morgat, il n'y a plus de port de pêche. À Camaret, il n'y a plus de port de pêche. Et à Douarnenez, il n'y aura bientôt plus de port de pêche. Il faut aller à Pinmar, maintenant, pour trouver un port de pêche. Et donc, tous ces anciens ports de pêche se sont transformés en stations balnéaires espagnoles, avec des bistrots et avec, on vend, vous savez, des gouaches ou des pastèques où on représente des navires échoués sur une plage. Le deuxième volet, ce sont les sujets sur lesquels l'Union européenne possède une compétence dite partagée.
un nouvel euphémisme et qui signifie en réalité que les États, c'est-à-dire les électeurs, là non plus leur mot à dire, sauf sur des sujets accessoires et sauf si l'Union européenne le leur demande, ce qu'elle fait très rarement. C'est le marché intérieur, la politique sociale sous de très nombreux aspects, la cohésion économique, sociale et territoriale, l'agriculture, l'environnement, la protection des consommateurs, les transports, les réseaux transeuropéens, l'énergie, les questions de liberté publique, les questions de sécurité, la justice, l'immigration et les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique. Ça veut donc dire, en gros, à peu près tout. À peu près tout, ça veut dire que ce soit la politique vis-à-vis de l'immigration, sujet sur lequel on adore faire se battre les Français. Madame Le Pen, Monsieur Le Pen, la SARL Le Pen, la SARL Le Pen & Co, Monsieur Le Pen, Madame Le Pen, le gendre Le Pen, la petite fille Le Pen, font leur beurre depuis, sans mauvais jeu de mots, font leur beurre depuis maintenant 29 ans sur la question de l'immigration. Personne ne dit que depuis le traité d'Amsterdam, les questions d'immigration ont été transférées en matière stratégique à l'Union européenne. On l'a vu d'ailleurs lorsque le gouvernement de M. Fillon a voulu procéder à des expulsions massives de Roms. Je ne prends pas parti ni pour ni contre, je parle simplement en termes juridiques. Eh bien, aussitôt Mme Viviane Reding, commissaire européenne luxembourgeoise, a menacé la France de la déférer devant la Cour de justice de l'Union européenne parce que les expulsions d'étrangers sont décidées désormais au niveau européen. Pareil en matière de carte bleue. Vous savez que la politique de l'Union européenne en matière d'immigration, c'est désormais d'aller faire son marché aux esclaves, c'est-à-dire d'aller dans les pays du Sud et de retenir, de choisir les gens diplômés. C'est immonde. Pourquoi ça? Parce qu'on s'est aperçu que quelqu'un qui a une licence en maths, par exemple, c'est quelqu'un qui a, mettons, 22, 23 ans, et qui a son bac et qui a une licence universitaire. En gros, ça coûte à peu près 200 000 € à fabriquer. C'est comme ça, les gens qui nous dirigent raisonnent comme ça. Parce qu'il faut avoir un service de maternité, il faut qu'il y ait une maman qui ait un bébé, il faut assurer donc l'accouchement, il faut assurer le bien-être de la maman, ensuite il faut nourrir le bébé, le loger, l'habiller, puis après il faut qu'il aille à l'école, il faut avoir un service d'éducation, il faut le soigner, puis il faut le faire grandir jusqu'à 20 ans, puis il faut qu'il aille à l'école, puis au collège, puis au lycée, puis à l'université. En gros, allez, 200 000 €. Si on va chercher un Sénégalais qui a une licence en maths, ça fait 200 000 € de gagné. C'est exactement le schéma des Américains avec la green card, et c'est le schéma maintenant des Français, enfin des Européens, avec la blue card, qui va décider, qui va chercher des personnes compétentes dans les pays du Sud. Ce qui est une honte, puisqu'il s'agit vraiment d'aller faire son marché aux esclaves, et c'est évidemment empêcher les pays du Sud d'essayer de se développer. Parce que si on leur pique systématiquement toutes les élites qu'ils produisent, évidemment, ils ne se développeront jamais. On pourra maintenir d'ailleurs avec ces États des relations de domination. Alors, ça, c'est sur l'immigration. La façon dont j'en parle, qui est la vraie façon dont on devrait en parler, évidemment, personne n'en parle. À l'extrême droite, on préfère faire mousser la viande à l'âne. Les OGM, c'est pareil. Les organismes génétiquement modifiés, 85% des Français sont contre. Mais ça nous est imposé par l'Union européenne. Et d'ailleurs, si nous refusons, nous avons été d'ailleurs déjà déférés devant la Cour de justice avec une pénalité de 160 000 € par jour de retard dans la transposition des directives européennes sur la question. C'est-à-dire, si on attend 100 jours, 160 000 par 100, ça fait 160 000, 1,6 million, ça fait 16 millions d'euros, parce qu'on a attendu 3 mois avant de transposer les directives européennes. Les vaccinations massives, la privatisation de l'FGDF, la précarisation de l'emploi, les fusions-acquisitions, la préservation de l'environnement, les mandats d'arrêt. Vous savez qu'il y a le mandat d'arrêt européen qui est en train de ruiner nos libertés publiques dans un aspect fondamental, les fonds structurels régionaux. Bref, tout ceci, je ne dis pas est décidé exclusivement par Bruxelles, ça serait excessif, mais très largement décidé par Bruxelles, en tout cas pour tous les sujets stratégiques. Les élus nationaux français, dans le meilleur des cas, n'ont plus qu'une faible marge de manœuvre. Le troisième volet, c'est là où l'Union européenne possède une compétence dite de coordination. Alors là, pour le coup, les États, donc les électeurs, conservent une marge de manœuvre. Les États ont une marge de manœuvre, mais l'Union européenne a un pouvoir d'appui, de publicité et de coordination. C'est quoi les sujets?
la protection et l'amélioration de la santé humaine, l'industrie du moins pour ceux qu'il en reste, puisque je rappelle que nous perdons actuellement 800 emplois industriels par jour et une usine par jour. La culture, ça veut dire par exemple on a ce pouvoir extraordinaire, c'est de pouvoir organiser une exposition sur les impressionnistes au Grand Palais. Le tourisme, quoique la plupart maintenant des activités de promotion touristique soient faites en France par les comités départementaux ou régionaux du tourisme, c'est quand même pas un sujet d'une ampleur stratégique. L'éducation, alors l'éducation c'est un très grand sujet bien entendu, sauf que c'est un sujet doté d'une inertie considérable. C'est très très inertiel. Quand on prend des décisions en matière d'éducation, ça s'étale sur des années et des années pour que ça fasse des évolutions. Et d'ailleurs, au passage, je signale que même en matière d'éducation, l'Union européenne met son grain de sel, puisque de plus en plus, on va vers un manuel d'histoire franco-allemand, des choses comme ça, c'est-à-dire en fait, comme dans tout pays totalitaire, une réécriture de l'histoire. D'ailleurs, on parle de moins en moins de ce dont je vous ai parlé ce soir, par exemple de François Ier et Charles Quint. C'est très mauvais, c'est de très très mauvaises... c'est pas du tout intéressant, hein. Faut surtout pas en parler aux Français. Voilà. Il faut de plus en plus que les Français oublient quelle est leur propre histoire. C'est exactement le mythe de l'homme nouveau, hein, Homo soviéticus de l'Union soviétique. On voulait réécrire toute l'histoire antérieure selon la lumière d'une espèce de comment dirais-je, de progrès, de processus dialectique conforme à la pensée marxiste-léniniste. Donc là, on réécrit toute l'histoire antérieure en fonction de l'idée de la construction européenne. C'est vraiment des choses tout à fait voisines. La formation professionnelle, la jeunesse, le sport, la protection civile et la coopération administrative. Tout ça, ce sont des sujets qui ne sont pas sans intérêt, bien entendu. Ce sont des sujets qui ont de l'intérêt, mais vous voyez bien que ce sont des sujets soit très très inertiels, comme l'éducation, soit des sujets relativement de second ordre ou de troisième ordre par rapport à tout ce dont on vient de parler, qui concerne le chômage, le taux de croissance, le taux d'intérêt, la politique en matière, comment dirais-je, de services publics, etc., etc. Le quatrième et dernier volet, c'est la politique européenne de sécurité et de défense. Donc le traité de Lisbonne nous contraint de plus en plus à essayer d'avoir la même politique étrangère. Tout à l'heure, je vous ai présenté l'armée mexicaine pour vous montrer à quel point c'était une gageure. Et néanmoins, de plus en plus, on est pieds et poings liés, comme on l'était d'ailleurs sous la 4e République, aux directives venues de Washington. Donc nous ne pouvons pas, aucun ministre français ne va à Cuba, parce que les Américains ne veulent pas qu'un ministre français aille à Cuba. Aucun ministre français ne va au Venezuela, parce que ça déplairait aux Américains. Tous les Français s'indignent de la situation en Iran, parce que les Américains en ont décidé ainsi. Je signale quand même que je ne suis pas là pour défendre la situation en Iran, mais enfin, il se trouve qu'on reproche à l'Iran de vouloir créer une bombe atomique, ce qui d'ailleurs, d'après les 17 agences de renseignement américaines, il paraît-il qu'elles ont confirmé que ça n'était pas le cas. Moi, je dis ce que j'ai vu dans l'Express. Mais en tout cas, ce que j'observe, c'est que l'Iran est entouré de puissances qui ont la bombe atomique. Que ce soit Israël, la Russie, le Pakistan, ou bien les États-Unis ou la Chine, les États-Unis présents par des sous-marins à proximité, tout le monde reproche à ce pays de vouloir avoir une bombe atomique, alors que c'est justement ceux qui en possèdent. En tout cas, nous ne pouvons plus avoir de pensées divergentes. Vous avez vu que les Américains ont décidé d'un seul coup de refaire copain-copain avec la Birmanie. Donc d'un seul coup, tout le monde, tous les Européens, très gentiment, retournent en Birmanie, alors que, moi c'était un sujet que je connaissais bien, on n'avait pas le droit d'aller en Birmanie parce que les Américains avaient décidé qu'on n'avait pas le droit. Enfin, etc., etc. Nous sommes devenus complètement dominés par les États-Unis d'Amérique. Alors, la conclusion de tout ceci, c'est quoi ? Eh bien, c'est que l'essentiel de nos lois et de nos règlements, alors il y a des gens qui disent 80%, il y a des gens qui disent mais non, etc. Ça dépend de ce qu'on appelle une loi. Il y a des lois qui sont de très très peu d'intérêt. Par exemple, la délimitation des eaux du Maroni entre la France et le Suriname, ça fait partie d'une loi. Bon, c'est pas d'un intérêt. Si on déplace la frontière de 5 mètres ou de 15 mètres, c'est pas très important. Donc ça dépend de ce qu'on appelle une loi. Mais tout ce qui est stratégique, tout ce qui est stratégique, désormais, ce sont des simples transpositions des directives européennes. Donc le président de la République, nos ministres, nos députés, nos sénateurs ne décident presque plus de rien de stratégique. Alors ils peuvent faire de la mousse,
Ils peuvent faire mousser tel ou tel sujet, comme on le voit en général, ce sont des sujets d'ailleurs polémiques et clivants, mais qui ne changent en rien l'évolution stratégique de notre pays vers la soumission à l'Empire et vers la destruction de la France. Donc la vérité, c'est que la République française n'est plus qu'un fantôme, notre démocratie n'est plus qu'une apparence. Alors ce qui est nouveau, peut-être grâce notamment à Internet, peut-être aussi, je pense que j'ai pu personnellement contribuer à cette prise de conscience parmi nos concitoyens, puisque notre mouvement se développe très rapidement et que nous avons des milliers de connexions sur notre site. Donc je pense que nous avons pu contribuer avec d'autres à cette prise de conscience et que de plus en plus de Français commencent quand même à se rendre compte du problème. Et puis il y a les faits. Comme disait Nietzsche, les faits et leur formidable éloquence. Parce que ça fait il y a 20 ans qu'on avait promis que l'euro et que l'Union européenne apporterait bienfaits, bonheur, prospérité, etc. Et les Français sont obligés de constater, comme les Grecs, comme les Italiens, comme les Espagnols, que c'est le contraire qui est vrai et que chaque année est pire que la précédente.